Bah voilà, on va commencer. Bienvenue à tous. On est 155 en ligne. On va avoir le plaisir aujourd'hui de vous faire un web séminaire qui durera environ 45 minutes, plus après une petite session de questions-réponses. Et on va parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. Alors on va essayer de parler de mythes, de réalité et surtout d'applications concrètes. Le but, c'est vous dire, voilà, l'intelligence artificielle dans le domaine de la relation client, c'est maintenant. Alors, sans plus attendre, on va peut-être se présenter. Qui sont ces deux personnes qui vous parlent? Je suis Frédéric Canevet, je suis à Paris, à notre filiale de Paris, et je suis responsable d'offres pour tout ce qui est chatbot et applications mobiles. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Mathieu. Oui, bonjour à tous. Donc Mathieu Bliem, je suis responsable de l'offre sémantique au sein d'Eloquent. Alors, l'agenda de cette heure, Mathieu, je te laisse nous faire un petit Oui. détail. Alors au sommaire, on va commencer par une présentation très rapide d'Eloquent, moins d'une minute. Ensuite, en introduction, on va parler de l'IA, ses mythes et puis les réalités, ce qui existe déjà aujourd'hui. Ensuite, comment mieux comprendre dès demain avec l'IA, comment agir plus efficacement dès demain avec l'IA. Ensuite, on passera à la conclusion et enfin, on aura une petite session de questions-réponses d'une dizaine de minutes, je pense. Voilà. Alors, notre mission chez Eloquent, c'est d'être facilitateur du dialogue, de l'écoute et de vos clients, dialogue et de l'écoute, pardon, de vos clients. Et nos offres, en fait, on commercialise 4 offres. Il y a Dialogue qui est la gestion des interactions clients multicanal. Alors, ce sont les appels téléphoniques, les mails, les chats, les SMS, les réseaux sociaux. La deuxième offre, Écoute, ce sont les enquêtes multicanal, le pilotage de la satisfaction. L'offre sémantique dont je m'occupe, c'est l'analyse sémantique automatisée d'un corpus important, verbatim, de données textuelles, quel que soit le canal d'entrée. Et enfin, la partie parcours client, Fred, je te repasse la main. Oui, en fait, c'est une application mobile qui permet d'avoir un parcours client interactif et donc de mesurer la satisfaction ou l'insatisfaction tout au long de la relation client. Alors là, c'était la petite présentation rapide d'Eloquent. Comme le disait Mathieu, ça fait 20 ans qu'on a des linguistes qui travaillent dans le domaine de tout ce qui est l'analyse sémantique. Mathieu aussi a une longue expérience, on a pas mal de cas clients. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est essayer dans cette première partie de parler un petit peu des mythes et des réalités de l'analyse sémantique, puisque ça recouvre souvent beaucoup de choses et, et beaucoup de fantasmes. Alors, on va peut-être passer à la première slide, en fait, c'est se dire, OK, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de l'analyse sémantique? Alors Mathieu, je te laisse en parler rapidement. Alors, juste, je te reprends, c'est les mythes et réalités de l'intelligence artificielle, Oui, excuse-moi. de manière générale. Alors, d'ailleurs, il y avait un article très intéressant dans Courrier International qui est paru en décembre 2017. Donc, si vous pouvez vous le procurer, il y a 5-6 pages sur l'intelligence artificielle et c'est assez intéressant. Et également, Forrester qui a publié un article comme un livre blanc et qui met l'intelligence artificielle, qui l'identifie comme le moteur de ses prédictions pour 2018. Donc, c'est vraiment un sujet qui est vraiment d'actualité. Alors, pour poser les bases, on peut se demander qu'est-ce que c'est que l'IA. Vous avez trouvé beaucoup de définitions différentes, parmi lesquelles celle que j'ai écrite là, c'est celle de Wikipédia. L'intelligence artificielle est l'ensemble des théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. On va revenir sur le slide, voilà. Ça veut dire que, alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les solutions ne sont pas nouvelles. Elles existent depuis les travaux de Turing en 1950. Ce qui est vraiment nouveau, et Fred en parlera tout à l'heure, c'est qu'on a une masse de données très importante à exploiter, et aussi on a des algorithmes qui ont fait d'énormes progrès au niveau mathématique et algorithmie, et des machines très puissantes qui permettent d'exploiter tout ça. Mais on reviendra sur ça. Alors justement, sur la droite, on a une petite illustration, la photo, c'est Deep Blue, c'est l'ordinateur qui a réussi à battre le champion du monde des échecs en 97. Alors, l'intelligence artificielle permet de réaliser énormément de tâches simples, ça veut dire encadrées, mais nourrit également de nombreux fantasmes. On voit souvent dans les films de science-fiction des robots qui sont autonomes. Ça, c'est la partie fantasme. Et ce que permet aujourd'hui de faire l'intelligence artificielle, ce sont des tâches simples, c'est-à-dire vraiment encadrées. On dit à la machine ce qu'il faut faire et elle est capable de le faire beaucoup plus vite et plus efficacement que nous.
Alors juste après, on a mis quelques applications de l'IA pour illustrer ce qu'on peut faire aujourd'hui, et ce sont les applications qui existent vraiment aujourd'hui. Alors on a le domaine des jeux, j'en ai parlé, avec les échecs, Deep Blue qui a battu le champion du monde des échecs en 97. On a une illustration en bas là, avec l'ordinateur qui a AlphaGo qui a réussi à battre le champion du monde de Go en 2016. On a d'autres types d'applications comme l'ordonnancement. Quand vous avez énormément de tâches à ordonnancer, ça peut être sur des chantiers ou sur des choses beaucoup plus complexes. L'IA permet de faire cela. Sur le diagnostic, par exemple, quand une voiture est en panne. Sur la sémantique, on y reviendra un petit peu plus loin. Et puis, on a aussi des progrès importants au niveau du deep learning, qui est très efficace, c'est des réseaux de neurones. Alors, je pourrais donner la définition peut-être à la fin si ça intéresse. En gros, le réseau de neurones, c'est le fait de connecter un certain nombre d'algorithmes et d'ordinateurs entre eux. Et plus il y en a, plus la machine est efficace. Et grâce à ces algorithmes, on est capable de faire de la classification et de la description d'images en langage naturel. C'est l'illustration que vous avez à droite. Là, ici, on a un ordinateur, à partir d'une photo, qui est capable de dire, sur la gauche, je suis sûr de moi à 100%, c'est une voiture. En bleu, on a un chien, je suis sûr de moi à 99%. Et donc l'ordinateur va donner un pourcentage de chance qu'il ait bien identifié ce qu'il pense être une personne, un cheval, etc. Et ensuite, il est capable de décrire l'image en langage naturel, donc avec des phrases qu'on est tous capables de comprendre. Autre domaine d'application, la transcription de la parole et la traduction automatique. Donc ça, ce sont des domaines que vous pouvez tester notamment avec les API de Google, qui sont très performantes. Vous pouvez regarder sur Internet et jouer un petit peu avec, c'est assez ludique. Et puis il y a beaucoup d'autres domaines d'application. Par exemple, les suggestions Spotify, quand vous écoutez de la musique, Spotify vous pousse des recommandations en disant on pense que vous allez aimer telle ou telle musique. Et puis les flux de Facebook qui peuvent apparaître en fonction de vos amis ou de ce que vous avez regardé auparavant. Alors, certaines personnes ont un problème Alors, je ne sais pas de si ça marche. slide. Parfois, en fait, vous avez un écran tout blanc. Donc, dans ces cas-là, appuyez sur F5 pour recharger la page, puisqu'en fait, ça a l'air d'être assez aléatoire. Vous devez en fait juste recharger et ça devrait aller. Donc, s'il faut, je vais aussi peut-être télécharger un autre document et comme ça, en fait, vous pourrez aussi l'avoir à l'écran. Voilà. Donc, ça devrait aller peut-être un petit peu mieux. Donc, je vais faire juste une petite pause. Voilà, et je vais chercher un fichier que sur mon ordinateur pour que vous puissiez suivre le web séminaire. Si en attendant vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme ça nous laisse une petite pause pour le faire. Voilà, donc hop, si vous pouvez rechercher si vous avez un problème, tout est OK. Voilà. Très bien. En attendant, on va quand même essayer de faire un petit changement. Alors donc comme je le disais il y a 2 secondes, comme disait Mathieu il y a 2 secondes, donc il existe des applications d'intelligence artificielle, mais il est important de savoir que l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire l'intelligence artificielle auto-apprenante n'existe pas encore. Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte? C'est tout simplement une intelligence qui est capable de raisonner de manière totalement autonome. C'est-à-dire qu'elle va identifier les problèmes et les solutions et prendre un peu de recul. C'est-à-dire qu'elle est capable de se dire, réfléchir comme un être humain, voir un problème, dire ah qu'est-ce qui se passe et je vois des choses. Ça en fait actuellement ça n'existe pas, ou à 80, à 0,0001 des domaines d'application ça n'existe pas. Tout ce qu'on a actuellement et qui est disponible, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle faible ou l'intelligence artificielle verticale. C'est-à-dire que c'est une intelligence artificielle qui va arriver au même résultat qu'une personne, qu'un être humain, grâce à de l'apprentissage et à de l'entraînement. C'est-à-dire qu'on va lui montrer comment faire et comment résoudre un problème, et ensuite, une fois qu'elle aura appris ce problème-là, elle sera capable de le refaire et le répliquer de manière automatique. C'est ça qui est important de retenir, c'est que l'intelligence artificielle forte qui est capable d'apprendre toute seule comment résoudre des problèmes, ça n'existe pas. En tout cas, pas dans un futur proche avant plusieurs années, au mieux. Ce qu'il y a actuellement en domaine d'intelligence artificielle, c'est de l'entraînement de l'apprentissage. Donc on est capable d'apprendre à l'intelligence artificielle à résoudre un problème, et en fait, elle sera capable de traiter que ce problème. Et ça, c'est 99,99999% des applications d'intelligence artificielle actuelles. Alors,
c'est vraiment un algorithme, en fait, c'est tout simplement le principe qu'on lui apprend, qu'on va lui apprendre. L'algorithme, c'est la méthode, en fait. C'est le programme, en fait, qu'on va lui donner. Ah, c'est le Donc, code. la conséquence, c'est quoi? C'est tout simplement que l'intelligence artificielle pourra détecter l'aiguille dans la botte de foin si on lui dit ce qu'il doit chercher. L'intelligence artificielle ne va pas réfléchir à votre place et trouver la solution à votre place. C'est ça qui est important de se rappeler. Deuxième chose, l'intelligence artificielle ne comprendra que ce qu'on lui apprend. Il faut donc scénariser, expliquer, entraîner et ensuite capitaliser sur l'expérience pour faire un apprentissage continu. On ne va pas dire à un chatbot, tiens, tu vas faire ça tout seul. Troisième chose, de fait, avec ces limites-là, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les conseillers, mais va plutôt aider les conseillers sur des demandes à faible valeur ajoutée ou faire des traitements qui ne sont pas possibles de faire actuellement par des personnes physiques parce que ça prend trop de temps. Voilà. Donc c'est ça qui est important de retenir dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'autre chose, en fait, ok, on a vu qu'il y a de l'intelligence artificielle entre guillemets faible ou verticale. Pourquoi ça devient intéressant quand même de la mettre en application? Alors, Mathieu l'a dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle n'est pas quelque chose de récent. Les premiers algorithmes datent de 1960. En revanche, ce qui a changé, et c'est vraiment ce qui change la donne actuellement, c'est le volume de données à votre disposition. Grâce à la digitalisation des économies, la digitalisation des échanges, on a de plus en plus de volume de données analysables. C'est plus des données en fait qui sont sous forme de fichiers, enfin ce sont des données qui sont sous forme de fichiers que l'on va pouvoir exploiter. Deuxième chose, les programmes et les machines sont désormais très simples. Avec le cloud, il est très simple de mettre en place des applications et des programmes. Troisième chose, les applications, les logiciels, l'intelligence artificielle est capable de communiquer avec différents systèmes. Et ça, c'est une grosse différence. Jusqu'à présent, il y a quelques années, les gens n'avaient pas d'API pour faire discuter les programmes entre eux, un CRM, un ERP, etc. Donc ça permet d'apporter plus de valeur. Et un autre point, c'est la maturité des clients qui sont désormais capables et qui ils veulent en fait avoir des traitements automatisés, du service beaucoup plus rapide et de la réactivité. Voilà. Donc dans ce web séminaire, on va traiter de deux types d'IA, l'IA verticale, hein, l'IA faible. C'est l'analyse d'intelligence artificielle où on fera une analyse plutôt statique, plutôt pour analyser des gros volumes de données, et on va utiliser l'intelligence artificielle pour passer de l'action. Ça, c'est les deux grandes parties du web séminaire qu'on va voir ensemble. Donc pourquoi il est intéressant en 2018 maintenant d'intégrer l'intelligence artificielle? En fait, on vous a donné trois raisons simples, hein. La première, comme je vous le disais, c'est que vous avez à votre disposition un énorme volume d'informations qu'il faut exploiter et qu'on va pouvoir capitaliser, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'on verra en premier avec Mathieu. C'est des données qu'on ne peut pas gérer humainement, mais que l'intelligence artificielle peut exploiter. Deuxième chose, il y a une grosse tendance qu'on voit vraiment chez nos clients, c'est les nouvelles générations qui veulent du self-service, qui veulent répondre par eux-mêmes, ils veulent de l'immédiateté. Et c'est vrai que le téléphone, l'utilisation des interactions avec des personnes, c'est plutôt quand on a un problème, qu'on n'a pas réussi à résoudre soi-même son problème, qu'on va faire appel à un conseiller. Et donc l'intelligence artificielle peut gérer comme ça un premier niveau de demande. Troisième chose, tout simplement, vous savez comme moi, on demande de plus en plus d'être de plus en plus efficace, d'améliorer l'expérience client et pourtant on n'a pas forcément plus de moyens. Et justement, l'intelligence artificielle, la robotisation, l'analyse sémantique vont être là pour améliorer et optimiser les choses. Alors, ce que l'on va voir, c'est justement deux applications concrètes que vous pourrez mettre en place dès demain dans votre entreprise. La première, c'est celle que je vais vous présenter dans la seconde partie du web séminaire, c'est l'intelligence artificielle via les bots qui peuvent comprendre et agir suite à des interactions. Et la deuxième chose, hein, c'est Mathieu qui va la présenter tout de Oui, suite. c'est la partie intelligence artificielle via la sémantique. Alors l'analyse sémantique, c'est une des branches de l'intelligence artificielle et qui est notamment basée sur le machine learning. Alors je crois, non, tout à l'heure j'ai parlé du deep learning, mais le machine learning, ça consiste à découvrir des irrégularités ou des corrélations dans un ensemble de données de manière à pouvoir les utiliser pour mieux prédire les cas suivants. C'est ce dont a parlé Fred, on apprend à la machine via des exemples, et après elle sait de manière autonome se servir de ces exemples-là pour sortir des infos intéressantes. Alors on aura deux cas d'utilisation avec l'analyse sémantique. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin, comme on le voit sur l'illustration. Donc chercher quelque chose de très précis qu'on ne verrait pas à l'intérieur d'une masse importante de données.
ou alors avoir une vision macro, justement, utiliser un volume énorme de données qu'on pourrait pas, on n'aurait pas le temps de lire complètement. Eh bien la machine va nous aider à avoir une vue synthétique macro de tout ce qui se dit dans ce volume de données. Je profite du fait que je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent en parallèle. J'en ai noté quelques-unes, on y répondra sans doute à la fin du webinaire, parce que sinon on aurait pas mal de coupures. Il y avait juste une question, est-ce qu'on aura la présentation? Oui, oui. Vous aurez bien la présentation qui sera envoyée, disponible, et le webinaire est enregistré, donc vous pourrez avoir accès au replay. Alors, l'IA pour mieux comprendre. Aujourd'hui, là on arrive sur le slide Data is the new oil. Effectivement, la quantité de données disponibles est énorme et c'est vraiment un gisement à exploiter. C'est-à-dire que vous avez de gros volumes de données générés par la digitalisation et ça serait impossible d'exploiter toutes ces données à la main. Donc c'est pour ça que la machine va nous aider. Elle va permettre de faire une analyse en continu, sans effort supplémentaire de votre part puisque c'est l'ordinateur qui travaille, et ça va vous permettre de gagner du temps et de l'efficacité. De cette manière, vous pourrez avoir une réactivité immédiate, puisque la machine va traiter quasiment en temps réel les informations qui arrivent. Et l'IA permet également de traiter les différents canaux, donc l'écrit, mais aussi les mails, les enquêtes, les réseaux sociaux. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on a des performances qui sont aussi très bonnes sur la voix. Donc par exemple, on peut exploiter les audios issus des centres d'appel. Donc ça, c'est assez nouveau. Et si aujourd'hui j'ai par exemple 1000 heures d'enregistrement par jour sur un centre d'appel, c'est impossible de tout écouter et d'en faire la synthèse. Enfin, pour un humain ou même pour 10 humains, ça coûte très cher et puis ça prendra un temps fou. La machine va nous aider à gagner du temps. Donc c'est une tâche qui est basique, mais sur laquelle l'humain n'est pas assez performant. La machine va justement nous aider à aller plus vite. La machine permet aussi, l'intelligence artificielle permet aussi de détecter les intentions, c'est-à-dire ce que disent vos clients de manière naturelle. Ça peut être de la colère, une réclamation, un risque de résiliation, et ça c'est très important, alors notamment en termes de ROI, ça va vous permettre de garder vos clients. Les bonnes pratiques, si vous voulez utiliser l'IA, c'est de faire un inventaire des sources de données que vous avez, première chose. Être exhaustif, on ne va pas se priver, étant donné que la machine est capable de traiter un volume très 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 important de données, autant être exhaustif, et on verra que ça a un avantage au slide suivant. Et puis aussi être réactif une fois qu'on a détecté quelque chose. Il faut exploiter ce que disent les clients, parce qu'ils font l'effort de s'exprimer, autant avoir un retour et donc exploiter ce qu'ils vous disent. Donc juste la synthèse de ce slide, l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est bien de reproduire ce qu'on pourrait faire à la main, mais de manière automatique et à grande échelle. Donc la machine ne va pas vous remplacer, mais simplement simplifier le travail. Ensuite, quels sont les avantages de l'IA, et notamment via l'analyse sémantique? Tout d'abord, si on fait de l'analyse sémantique automatisée, vous allez pouvoir traiter l'ensemble de vos verbatims. Donc si vous avez 100 000 verbatims qui arrivent par mois, par exemple, ce qui est le cas chez certains de nos clients, si vous dites que vous voulez les traiter à la main, ça va prendre un temps fou, et probablement vous allez travailler sur un échantillon de verbatim. Parmi les verbatim non traités, il y a peut-être des clients qui expriment une souffrance, de la colère, un risque de résiliation, et donc si ces verbatim ne sont pas traités, vous risquez de perdre vos clients. Alors qu'avec un traitement automatisé, vous êtes exhaustif, et ces clients-là, vous les identifiez en priorité, vous allez pouvoir les rappeler tout de suite. En termes de rapidité de traitement aussi, un client peut être rappelé dès qu'il exprime son mécontentement, ou éventuellement on laisse passer 2 heures si on veut laisser la colère redescendre, mais en tout cas on peut le traiter rapidement, ce qui permet de le retenir. En termes de coût, ça va être plus intéressant d'avoir recours à un ordinateur qui tourne plutôt que de prendre 5 ou 10 personnes qui vont lire des verbatim ou écouter des audios. Et en termes d'homogénéité de traitement également, l'algorithme va toujours renvoyer la même chose, alors que si je donne par exemple 5000 verbatim à traiter à 5 personnes, chacun aura son plan de catégorisation, enfin une classification différente parce que c'est subjectif. Alors le ROI de l'analyse sémantique est évident parce que parmi nos clients qui font l'analyse sémantique, on a remarqué qu'on avait entre 4 et 15% de verbatim qui exprimaient un mal-être, donc ça peut être de la colère,
Ça peut être un risque de réclamation, un risque de résiliation, le fait que le client ait dû nous appeler, ait dû appeler plusieurs fois pour avoir une réponse. Donc, vous voyez, 4 à 15% des verbatims, c'est beaucoup. Si on arrive à traiter ces insatisfactions, à rappeler le client en le mettant en haut de la pile, ça va éviter le churn et du coup, ça va être, en termes de ROI, ça va être vraiment très bénéfique. Si on écoute ce que dit le client, on va aussi avoir des offres qui seront plus adaptées à ses attentes et donc ça va favoriser à la fois l'upsell et aussi encourager la recommandation auprès d'autres clients potentiels. Et puis ça permettra d'optimiser les process, c'est-à-dire que si au niveau de votre R&D vous vous dites voilà, on a 3 pistes possibles à explorer, on va démarrer un petit peu sur les 3 puis on verra comment ça se passe, sans écouter le marché, enfin sans écouter ce que souhaitent vos clients, vous risquez de perdre du temps, alors que si vos clients vous disent nous c'est la piste 2 qui nous intéresse fortement, on va directement partir sur cette piste, répondre aux attentes des clients et du coup ça va permettre d'optimiser les process au niveau R&D. Alors sur la droite, vous avez le détail du fonctionnement de l'analyse sémantique. On peut partir des sources de différents canaux. Ça va être les mails, les avis sur Internet, votre site web, les réseaux sociaux, des notes dans votre CRM, et même, comme je le disais, des enregistrements du service client. À partir de ces sources, on va pouvoir extraire des informations et donc structurer l'information, ce qui va nous permettre de faire des rapports et donc de faire des plans d'action. Et j'ai oublié de le dire juste avant ce slide, quelque chose aussi qui est très intéressant vis-à-vis de l'AI, oui, l'Artificial Intelligence ou IA en français. C'est dans un rapport du Gartner qui est paru en août 2017, il soulignait que grâce à la démocratisation de l'intelligence artificielle, on n'avait pas besoin de connaître la technique, c'est-à-dire les algorithmes qui sont derrière. Vous ou moi, on n'a pas besoin de connaître le code ou les algorithmes mathématiques. Le besoin qu'on a, c'est de comprendre l'utilisation qu'on va en faire, les bénéfices qu'on va en tirer. Donc si vous savez quelles applications vous cherchez à avoir, ce que vous souhaitez faire de vos données, là l'IA peut vous aider. Alors, on va passer au cas pratique, donc appliquer avec la sémantique, mieux comprendre avec l'intelligence artificielle via l'analyse sémantique. Donc je l'ai dit tout à l'heure, l'analyse sémantique, qu'est-ce que c'est? C'est une des branches de l'intelligence artificielle. En fait, on peut classer dans l'intelligence artificielle chaque ligne de code, c'est un petit peu d'intelligence qui est mise dans une machine, et donc c'est une partie de l'intelligence artificielle. Alors l'analyse sémantique, ce sont des algorithmes pour détecter des catégories, des opinions, c'est-à-dire ce que disent vos clients, de manière automatique. Et on a vu juste avant le début du webinaire qu'on peut aussi détecter beaucoup d'autres choses dans un écrit. À quoi ça sert? D'une part, à avoir une vue d'ensemble de l'expérience client, c'est-à-dire savoir ce qui se dit dans un énorme volume de verbatim. Et puis d'autre part, ça permet de détecter l'aiguille dans la botte de foin, c'est-à-dire détecter un signal faible. Attention, on a quelque chose qui est en train de monter en puissance, on a moyen de le repérer grâce à l'analyse sémantique, et aussi repérer des cas isolés. Par exemple, sur 2000 clients, vous en avez peut-être un seul qui menace de porter plainte, mais celui-là, il faut absolument réussir à l'isoler, en tout cas à le voir, de manière à le retenir et puis à le rappeler dans l'urgence. Donc tout à l'heure, Fred a dit, l'intelligence artificielle n'est pas capable de détecter l'aiguille dans la botte de foin, c'est si elle est autonome. Mais si on lui demande, si on sait ce qu'on cherche, là on est capable de faire des applications qui pourront le faire. Et donc on a développé chez Eloquent 3 outils complémentaires qui sont basés sur l'intelligence artificielle et sur la sémantique, et je vais vous les présenter maintenant. Alors, je ne vais pas faire une démo faute de temps, parce que sinon le webinaire durait peut-être 1h30, mais il existe un autre webinaire sur le sujet qui est disponible sur notre blog, et puis si vous êtes intéressé par les outils, on peut aussi prendre un rendez-vous pour faire une démo d'une demi-heure à 1 heure. Alors le premier outil, il va permettre de comprendre et d'explorer le parcours de vos clients au sein de votre enseigne. Nos grammaires sont basées sur une grammaire générique relation client qui est adaptée à votre métier. Et ensuite, grâce à l'analyse des verbatims, on va mettre en place des tableaux de bord opérationnels qui vont vous permettre de piloter l'activité. On va identifier les catégories évoquées, c'est-à-dire les thèmes dont parlent vos clients, les émotions évoquées également, les risques, identifier les risques, donc j'en parlais tout à l'heure, les risques de résiliation, plainte, colère.
de manière à ce que vous puissiez tout de suite identifier les clients à risque et les clients à rappeler rapidement. Et enfin, je le redis, cet outil est multicanal, il va permettre de traiter les différents canaux de la relation client. Alors, sur la droite, on a une petite illustration, et je vous cite un exemple client. On a travaillé pour le ministère de l'Éducation nationale. Ils nous avaient envoyé 100 000 verbatim. En fait, ils avaient fait une grosse enquête sur le socle d'éducation, et ils avaient récolté 100 000 verbatim. Et du coup, ils étaient bien embêtés pour les exploiter à la main, enfin, c'était pas possible. Du coup, ils ont fait appel à nous, et en 2 semaines, on a réussi à établir un plan de catégorisation qui permettait de catégoriser les verbatim, et aussi d'identifier les opinions exprimées dans ces verbatim. Alors de son côté, ce qui est intéressant, c'est que le ministère avait aussi commencé à faire un plan de catégorisation. Donc ils avaient pris 1000 verbatim et ils avaient, oui j'ai dit chum au lieu de churn, pardon. Ils avaient commencé à faire leur plan de catégorisation à partir de 1000 verbatim, et quand on a confronté leur plan de catégorisation avec le nôtre, on s'est rendu compte qu'on avait exactement les mêmes catégories. Donc ça veut dire que la catégorisation générique relation client, ça fonctionne aujourd'hui. Et autre cas d'usage qu'ils ont eu par la suite, c'est que suite à la récolte de ce gros volume de verbatim, ils se sont demandé, mais c'est la ministre qui a demandé ce qui se disait sur le numérique à l'école. Et grâce à l'outil qui permet de manipuler un gros volume de données, ils ont pu faire une recherche sur des termes comme tablette, numérique, etc. et retrouver tous les verbatim relatifs à ce thème-là, et du coup permettre de les exploiter, voir ce qui se disait en bien ou en mal, etc. Ce qu'ils n'auraient pas pu faire avec un tableur ou à la main. Deuxième outil, c'est un outil qui permet c'est un outil décisionnel qui permet notamment d'optimiser le parcours client. Alors pourquoi je dis optimiser? Parce qu'il va permettre d'agir à long terme. Il se présente sous la forme d'un tableau de bord qui est très simple, et grâce à l'interprétation de ce tableau de bord, on va pouvoir détecter les signaux faibles, les best practices, les chantiers à éviter. Donc ça permet d'avoir une vision long terme, de mettre en place des plans d'action et de faire le suivi au cours du temps. Alors là encore, il existe un webinar sur le sujet, mais je vous laisserai le regarder à côté, ou sinon on peut faire une démo si ça vous intéresse. Par exemple, là, dans l'illustration qu'on a sur la droite, on voit que la première catégorie, alors c'est pas très lisible, mais c'est le rapport qualité-prix, c'est un chantier à éviter. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment sur ce thème-là, mais aujourd'hui il est bien noté. Si je me contentais de lire les verbatim à la main, je me dirais, ce thème-là il revient souvent, on va investir sur le rapport qualité-prix. En fait, si en plus on analyse le sentiment qui est dit dans les verbatim, on se rend compte que les sentiments sont très bons. Et donc ça ne sert à rien, c'est un faux ami, ça ne sert à rien d'investir beaucoup sur ce thème-là parce qu'on va perdre de l'argent et il ne peut pas être optimisé. À l'inverse des trois catégories qui sont juste après, donc on a délai de livraison et livraison notamment, ces deux-là, on a beaucoup de gens qui en parlent et on se rend compte qu'on a pas mal de détracteurs et on a aussi des sentiments qui sont mauvais vis-à-vis de ces items-là. Donc pour nous, ce sont des chantiers prioritaires. Et donc si je dois établir un plan d'action, grâce à cette restitution, je vais établir mon plan d'action pour les 3 ou les 6 mois qui viennent, en me disant il faut que j'améliore vraiment ma partie livraison, de manière à améliorer la satisfaction de mes clients, et donc augmenter leur satisfaction, leur fidélité vis-à-vis de la marque. Voilà. L'autre avantage de cet outil, c'est que vous n'avez non pas une restitution, mais une infinité, parce qu'on peut aussi filtrer sur des sous-populations. Par exemple, une zone géographique, une business unit, etc. etc. Donc vous avez N outils de pilotage. Et le dernier outil que je vais vous présenter ce matin, c'est un outil de suivi d'activité au quotidien, c'est-à-dire court terme. Donc là, vous avez un outil qui est alimenté en continu, comme les deux précédents. Il permet d'identifier les anomalies, les risques, les alertes, et surtout, il permet une réactivité maximale parce qu'il présente des restitutions au jour le jour, voire à la semaine. Alors, comment est-ce que... Alors, la réactivité maximale, ça se traduit dans le fait que le client va s'exprimer et vous pourrez réagir tout de suite. Concrètement, graphiquement, cet outil ressemble à la météo de la relation client, c'est-à-dire qu'en abscisse, vous avez le temps qui passe, ici, et puis pour chaque période, vous avez le temps qu'il fait. Donc par exemple, on va pouvoir détecter les éclaircies, les petits soleils, et aussi les orages, qui sont symbolisés par les nuages.
Et ensuite, dans cet outil, quand vous allez cliquer sur un nuage, vous allez pouvoir découvrir les verbatims relatifs à cette semaine-là, par exemple, et à ce thème-là. Et du coup, vous allez pouvoir comprendre la cause des événements, comprendre pourquoi il y a un mécontentement sur l'attente cette semaine. Et en termes d'exemple, ici on voit par exemple que si moi je suis responsable de la relation client, je vais regarder les thèmes attente, accueil, etc. Ben là, de manière très simple, je vois que sur la semaine qui vient de s'écouler, j'ai un problème sur l'attente, puisque j'ai un petit nuage, je vais aller cliquer dessus, et du coup je vais pouvoir comprendre pourquoi mes clients sont insatisfaits de l'attente, et du coup corriger le tir au plus vite. Voilà pour les outils basés sur l'analyse sémantique qui permettent de piloter la relation client. Je vais passer la main à Fred pour la deuxième partie. Alors donc là, avec Mathieu, on a vu la première partie, ouais, qui était en fait essayer de comprendre et d'agir derrière. C'est-à-dire que c'est la fameuse aiguille dans une botte de foin, identifier la personne qui est très mécontente et qui finalement a juste mis un commentaire négatif ou qui a mis un commentaire négatif même avec une note positive, parce qu'on est capable d'identifier une personne qui met dire voilà je suis très contente, mais ça ne m'empêchera pas de vous quitter et j'en ai marre de vous. Voilà, ça c'est l'aiguille dans la botte de foin. Ou alors on est capable d'avoir la vision globale en se disant voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore dans nos processus, dans le parcours client, etc. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser véritablement à l'action et à l'automatisation grâce à l'intelligence artificielle. Cette fois, le but, c'est pas d'aller analyser un gros volume de données, mais le but, en fait, c'est d'aller au contraire analyser une petite parole, un sentiment, une image, enfin pas une image, plutôt une parole ou un écrit, et en fait d'essayer d'agir et de répondre avec le client et d'interagir avec lui. Donc là, en fait, cette intelligence artificielle va agir soit en curatif, c'est-à-dire traiter un problème, soit elle va agir en préventif, c'est-à-dire qu'on va essayer d'anticiper les problèmes en agissant au moment de vérité. Voilà. Donc, comment ça se passe? L'intelligence artificielle, tout simplement, va agir pour améliorer l'expérience client de manière curative en automatisant des tâches simples et répétitives. Généralement, ce qu'il faut, c'est qu'il faut un minimum de volume, puisque, on l'a dit tout à l'heure, on s'adresse à de l'intelligence artificielle faible, donc il faut entraîner le bot au départ. Ça reprend un petit peu de temps. Donc en fait, si c'est des demandes qui sont très différentes, qui sont très variées, qui se posent qu'une seule fois, c'est quand même un petit peu long d'entraîner à chaque fois le bot pour ces différentes situations. Ce qui marche très très bien, c'est qu'on a un gros volume de données, enfin un volume important d'interactions et de demandes sur un problème ou une demande particulière. Et grâce à ça, en fait, le bot va pouvoir y répondre de manière automatique, de manière beaucoup plus efficace qu'un conseiller, parce qu'il aura toujours la même constance, il n'y aura pas de faute d'orthographe, etc., etc., etc. Ensuite, la deuxième chose, pour apporter véritablement de la valeur à ce chatbot et faire plus qu'une simple FAQ interactive, qu'on propose déjà, parce qu'on propose déjà des FAQ interactifs qui permettent d'avoir des réponses à des questions, etc. Là, ce qu'on va apporter en plus, c'est un minimum d'intelligence. Alors, comment on va apporter un minimum d'intelligence? C'est-à-dire qu'on va connecter le système de bot, chatbot ou voicebot, comme on dit, en tout cas le robot, le bot, on va le connecter au système d'information, à l'ERP, au CRM, etc. Et comme ça, on va être capable d'identifier la personne et se dire, tiens, c'est Monsieur Martin qui est là. Monsieur Martin il dit j'ai un problème avec ma perceuse, et on est capable de savoir que sa perceuse, c'est le modèle Bosch 423 et que peut-être qu'il y a un problème technique là-dessus, il y a une pièce qui est défectueuse, etc., etc. Donc c'est là qu'on va pouvoir vraiment apporter de la valeur ajoutée, pas juste répondre à des questions de manière bête et méchante comme on sait le faire dans la plupart des FAQ interactives, mais on va vraiment personnaliser le message. L'avantage, c'est d'offrir un service client et un service 24 heures sur 24, puisque vous savez comme moi, les gens du service client, ils travaillent aux horaires de bureau de 8 heures à, on va dire 6h30, 7 heures. Et puis en fait, souvent, vous êtes comme moi, vous travaillez aussi pendant la journée, vous rentrez le soir, et c'est là que vous avez besoin d'aide sur vos produits et services. Et donc là, justement, le bot, lui, il ne s'arrête jamais de travailler, il travaille 24 heures sur 24. Donc il apporte plus de réactivité puisqu'il est capable de répondre immédiatement, en quelques secondes. Et bien sûr, il fait des réponses personnalisées, comme je le disais. Ça, c'est le curatif. On répond à un problème et on corrige une situation qui est problématique. La deuxième chose, c'est le chatbot ou le bot qui va agir en fait de manière proactive et essayer d'apporter plus de valeur ajoutée, plus de fluidité dans le parcours client. C'est-à-dire qu'on va identifier dans le parcours client des moments de vérité où on sait qu'il y a un problème, où les clients appellent tout le temps parce qu'ils ont un problème. Par exemple,
Pour un éditeur de logiciel, si on a beaucoup de clients qui sont obligés de se référencer pour utiliser un produit, bah souvent, bah voilà, ils appellent au téléphone, ils envoient des mails, etc., etc. Bah, le but, c'est d'aller anticiper en se disant, voilà, le client, dès qu'on sait qu'il a ouvert son compte, il y a un petit bot qui lui dit, tiens, voilà, tu viens d'utiliser ton produit, donne-moi ton email, donne-moi ton numéro de téléphone, ok, et ben à ce moment-là, je te référence, voici ton code où je te l'ai activé de manière automatique. C'est-à-dire que le bot ne va pas juste pousser de l'information, il va agir, il va dire, voilà, j'ai activé ton produit, c'est fait. Donc le bot va également coacher et accompagner dans l'utilisation. Parce qu'on sait qu'il y a certains produits qui sont un petit peu techniques, et ben le bot peut intervenir. Par exemple, dans le domaine du voyage, je crois qu'il y avait une personne qui était dans le domaine du voyage tout à l'heure, on peut très bien imaginer un bot qui va rappeler euh, soit Facebook, soit par SMS, soit par le chat classique ou par email, il va pouvoir envoyer un message en tiens voilà tu pars en voyage demain, n'oublie pas de te munir de ton passeport, de ton billet de train, etc., etc. Et tu pars à telle heure, attention au liquide, n'oublie pas aussi qu'il y a il y a des problèmes techniques actuellement à Orly, donc arrive un petit peu en avance. Et après le bot sera dire bon voilà, tu es arrivé à ton vol à ta destination de vacances. Bon maintenant, si tu as des problèmes sur ta chambre, voilà le numéro de téléphone du support ou du service technique de ton club de vacances où tu es. Donc le bot il est capable de faire tout ça, donc d'accompagner, réduire la friction dans les processus et de repenser le parcours client pour donner en fait entre guillemets de l'enchantement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant vous présenter quelques cas clients hein, avec qui utilisent notre technologie et qui vous permettront en fait de vous projeter un petit peu et savoir comment ça marche. Alors le premier, j'ai pris un cas qui est assez sympa, qui montre bien l'utilisation de l'intelligence artificielle de manière vraiment concrète via tout simplement de l'analyse en fait des problématiques clients. C'est ce qu'on appelle en fait un projet d'IA avec un chatbot. Donc en fait, ça va être très simple, c'est l'administration française qui a eu de nouvelles missions. C'est-à-dire elle traitait un certain nombre de demandes et de problèmes pour les citoyens français. Et puis on lui a dit, bah voilà, maintenant tu vas avoir un domaine de compétences qui va être élargi. Donc forcément, ils se sont retrouvés avec beaucoup plus de missions. Ils ont recruté 3 fois plus de personnes quasiment. Ils sont passés de 60 à 170 agents au téléphone qui répondaient aux problèmes, qui répondaient aux chats avec nos solutions. Ils avaient nos outils de chat, nos outils d'email, nos outils de téléphone. Mais ce qui se passait, c'est que malgré cette multiplication quasiment par 3 des effectifs, bah, les délais de traitement étaient toujours très très longs. On avait toujours des délais de réponse qui étaient longs, des traitements, des questions qui étaient posées de plus en plus. Donc forcément, ils avaient un dilemme. Soit en fait, ils augmentaient encore et encore et encore et encore le nombre d'agents au téléphone, soit tout simplement, ils trouvaient une solution, ce qu'on appelle scalable, hein, c'est-à-dire qui monte en puissance, qui n'est pas de manière proportionnelle par rapport aux demandes. C'est-à-dire que même s'ils ont 100 fois plus de demandes, ben, ils ne vont pas avoir besoin de 100 fois plus de conseillers pour absorber ce fameux flux. Et donc en fait, on a mis en place un process simple, c'est qu'on s'est dit, ok, voilà, vous avez des demandes importantes, on va faire une analyse. Donc cette analyse est faite en 2 temps. On a une première analyse que je vous montre juste après dans le slide. En fait, c'est une analyse quantitative. C'est-à-dire que nos outils d'analyse sémantique vont permettre d'analyser les 70 emails qui étaient traités depuis un certain temps. On a repris également tout ce qui était conversation, résumé des conversations téléphoniques. On a pris comme ça un certain nombre d'informations et tac, on a tout pris, on a tout compilé et on a dit ok d'accord, voilà toutes les demandes qui viennent de vos clients actuellement. Et on a vu comme ça avec ce graphique, ben voilà, la plupart de vos demandes viennent de cette typologie de demande-là. Ensuite, il y a cette typologie de demande-là. Et dans ces typologies, il y a les réponses les plus courantes, c'est un suivi, ou c'est une demande initiale, ou j'ai perdu mon machin, il me manque une pièce, etc. etc. On est capable d'analyser donc quelles sont les demandes les plus fréquentes, quelles sont les typologies de demandes, et en plus, on est capable également d'extraire les questions qui sont véritablement posées par les clients. Par exemple, on est capable de dire où en est ma demande en ligne, ça représente 6%, où est ma demande sur le formulaire, ça représente 3%, etc., etc., etc. Et tout ça, en fait, cette analyse, entre guillemets, des verbatims, ça nous permet d'aller ensuite nourrir le bot. C'est-à-dire que grâce à cette extraction de tous les éléments, on sait que les véritables questions qui sont posées par les clients, c'est ça, et on se retrouve avec un stock de questions véritables qu'on va pouvoir adresser via le bot. Ça permet d'accélérer l'entraînement. Par exemple, avant d'avoir utilisé ça, on devait en fait analyser les statistiques, quelles sont les demandes, quels sont les fichiers, ça prenait plusieurs jours. Là, c'est le bot qui analyse de manière automatique. Donc ça, c'est cette première phase. L'analyse quantitative, on analyse vraiment ce qui se passe. Et ensuite, en fait, on fait un atelier qualitatif avec les collaborateurs, et c'est là qu'on leur dit, bah voilà, nous, ce qu'on a vu, c'est ça.
les demandes les plus courantes, c'est ça, voici ce que veulent les gens, etc. etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est la vraie vérité déjà, hein, parce que parfois il peut y avoir des distorsions. Et ensuite, ils nous disent, bon, ok, d'accord, dans ce contexte-là, nous, ce qu'on pense qui peut être améliorable, c'est ça et ça, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est disponible dans notre système d'information, qu'on est capable d'automatiser, etc., etc., etc. Donc en fait, grâce à ça, ben, on met en place avec eux un chatbot qui va leur permettre d'automatiser une ou deux actions. Au début, ce qui est important, c'est vraiment de se concentrer sur un ou deux cas clients et pas essayer de répondre à toutes les questions parce qu'autrement, ça devient trop complexe. On prend un cas client qui a du volume, qui a de la valeur et on met en application. Donc vous voyez, ça c'est l'analyse initiale quantitative et ensuite on fait des ateliers qualitatifs avec les collaborateurs de l'entreprise. Je vous ai mis en fait un autre exemple. Là en fait c'est un exemple avec un chatbot de type texte, hein, tout simplement. C'est un bot, en fait un robot qui utilise l'intelligence artificielle dans un espace client. En fait tout simplement il est capable de répondre aux demandes les plus courantes qui sont posées par les personnes qui ont souscrit un crédit. Alors tout simplement parce qu'ils ont des demandes récurrentes qui c'est bon voilà, est-ce que quel est mon solde de crédit? Est-ce que je veux acheter une machine à laver qui coûte 500 euros, est-ce que je peux l'acheter avec mon crédit, etc., etc. Et donc le bot est ainsi capable de répondre et de dire de manière personnalisée selon le client, selon son solde en fait de crédit renouvelable, etc., etc., s'il peut en fait répondre à ça. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que on a la possibilité comme ça d'avoir une réponse personnalisée. À peu près, il y a une dizaine de thématiques qui sont gérées et le bot est capable de comprendre de manière autonome et donc d'apporter des réponses automatiques sur 80 à 90% des demandes. Ça, c'est vraiment un gain de temps parce que c'est ces demandes de niveau 1 automatiques qu'on va pouvoir traiter. Dans le même type, encore une fois, pour ce domaine bancaire, cet établissement bancaire, on a eu aussi une demande importante puisqu'en fait, ils ont beaucoup de demandes, beaucoup d'emails qui sont sur des problèmes récurrents, qui sont par exemple, où en est ma demande concernant ma proposition de crédit. Et bien là encore, le bot peut intervenir, récupérer l'email qui est envoyé donc à l'établissement de crédit, faire un premier tri, donc il va faire une première analyse et filtrer, disant ça je sais répondre, ça je sais pas répondre. Ce qui ne sait pas répondre, c'est bien sûr escalader au service client classique avec un conseiller qui répond. Et ce qui sait répondre, en particulier des demandes très récurrentes et très courantes qui sont où en est ma demande de crédit. Et là en fait, comme il est capable d'aller se connecter au système d'information, il est capable d'y répondre de manière quasi automatique. Et donc là, sur les 3 millions 3 millions d'emails qui sont traités par le bot, il y a à peu près 30% qui peuvent être gérés automatiquement par le bot. Donc vous imaginez un petit peu le gain de temps, le gain d'efficacité sur tous ces emails qui sont répondus de manière automatique par le bot. C'est vraiment un gain de productivité et un gain d'efficacité. Donc pour l'entreprise, c'est bien sûr un ROI évident, puisqu'il passe moins de temps à répondre à des demandes simples. Et pour le client, c'est une réponse quasi immédiate sur sa demande de crédit. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, je voulais montrer aussi un petit focus sur comment fonctionne l'intelligence artificielle dans un bot, hein, parce qu'en fait, je pense que c'est une question que vous vous posez. Est-ce que le bot comprend tout seul? Est-ce qu'il faut lui expliquer comment ça marche? Est-ce que c'est de la magie noire? Est-ce que c'est une boîte noire? Non. En fait, il y a un process qui est vraiment très simple. Il y a 5 piliers, 5 grandes étapes en fait dans la mise en place d'un bot. Le premier que vous voyez ici, c'est le choix du cas d'usage. C'est ce qui est vraiment le plus important de définir au départ. Ça, en fait, ça peut se faire uniquement entre les personnes du métier, hein, les personnes de l'entreprise et nous. Et donc on discute ensemble. Et en fait, on a cette fameuse analyse quantitative avec ce que nous, on peut analyser et traiter à partir d'emails, de chats, de messages, etc., etc. Et la deuxième chose, en fait, c'est la partie conversation auquel on va discuter avec les personnes en fait qui sont dans l'entreprise en disant voilà, quel est selon vous ce qui est le plus intéressant. Donc ça, ce cas d'usage est essentiel parce qu'il va déterminer tout ce qu'on va faire derrière. Comme je le disais, il faut aussi déterminer du volume et apporter un minimum de valeur. C'est là vraiment où le bot va prendre de l'intérêt. S'il est juste là en fait pour répondre de manière automatique, c'est vrai que c'est sympa, mais ça apporte quand même beaucoup moins de valeur et beaucoup moins d'effet waouh. Donc ça, une fois qu'on a fait ça, on va passer aux différentes phases et aux différentes étapes. Le première étape, c'est ce qu'on appelle la formation initiale. La formation initiale, c'est dire tout simplement, on va apprendre au bot à traiter ce problème-là, ce problème précis et vraiment pointu. Donc là, en fait, on a un outil qui permet de designer de manière graphique les interactions. C'est-à-dire que, bon voilà, quand la personne demande tel sujet, le bot répond soit ça, s'il peut répondre immédiatement, soit s'il a besoin de plus d'informations, il dit, ben voilà, ok, d'accord, vous avez un problème sur ça, mais par exemple, quel est votre modèle?
quel est votre numéro client, etc., etc. Et là, soit en fait il est capable de répondre grâce à cette info, soit il en pose encore, soit en fait il va interroger le système d'information, soit même à l'initial, parce qu'il sait que la personne s'est connectée dans son espace client et qu'elle s'est identifiée, on sait que c'est Monsieur Martin, on dit bonjour Monsieur Martin, que je puis faire pour vous. Donc ça c'est cette formation initiale où on design en fait le flux de conversation. La deuxième chose, après, c'est tout ce qui est flux de conversation. Où est-ce qu'on va le mettre? Est-ce qu'on va le mettre tout simplement par un chat, c'est-à-dire qu'un chat sur Internet, et sur un site web, hein? Est-ce qu'on va utiliser Facebook Messenger, qui est assez intéressant parce qu'on peut récupérer les coordonnées, puis on peut dialoguer avec la personne sur son smartphone, après, ça c'est assez sympa. Est-ce qu'on va le faire par SMS, avec des échanges de SMS, où le chatbot sera capable, encore une fois, d'envoyer ou de recevoir et de comprendre des SMS? Est-ce qu'on va le faire à la voix, au téléphone, c'est-à-dire que la personne va appeler au téléphone, dire voilà, je voudrais savoir comment faire pour ceci, cela? Ou est-ce qu'on va utiliser par exemple un smart speaker comme Google Home ou Alexa, où la personne dira OK Google, dis-moi comment ça fonctionne. Donc ça, en fait, c'est le canal qu'on peut choisir et notre solution à nous, notre techno, nous permet d'utiliser tous ces canaux-là avec la même solution d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on peut très bien déployer au départ du chat classique et après mettre du messenger, du vocal, etc. Donc une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement faire les interactions avec le système d'information, dire comment le bot va dialoguer avec le CRM et le RP. Ensuite, il y a les process d'escalade, c'est-à-dire si le bot ne sait pas répondre, qu'est-ce que fait le conseiller? Et à la fin, il y a tout ce qui est apprentissage continu, c'est-à-dire que le bot il va pas savoir répondre à 100% des questions au départ, donc on va l'enrichir au fur et à mesure. Donc voilà les grosso modo les 5 piliers. Et ne vous dites pas que la voix, hein, j'y parlais tout à l'heure, c'est du futur, ça arrive dans les entreprises. Là, j'ai pas le temps de vous présenter cette petite vidéo, mais vous pouvez la consulter. C'est une vidéo d'Alexa qui montre comment, en fait, avec des petits smart speakers qui sont disséminés un peu partout dans l'entreprise, on peut poser une question. Par exemple, là, dans cet exemple-là, la personne elle est devant la photocopieuse, elle dit OK Alexa, la photocopieuse marche plus, il n'y a plus de papier, et ben on est capable de dire bah tiens, il faut faire venir quelqu'un, ou elle est capable de dire bah tiens, oui, la photocopieuse ne fonctionne plus, va au deuxième étage, va au troisième étage, il y a une photocopieuse qui fonctionne. Donc voilà, on est capable vraiment d'aller très très loin là-dessus. Un autre point, là, je voulais vous présenter quelques bonnes pratiques, hein. Je vous rappelle, hein, le bot ne comprend que ce qu'on lui apprend. Donc en fait, l'intelligence artificielle, c'est d'intelligence artificielle faible, verticale. Donc il faut lui apprendre un élément particulier. Il n'y a pas de miracle. Le bot, il ne va pas comprendre si on ne lui apprend pas. Deuxième chose, il faut véritablement identifier où actuellement il y a de l'intervention humaine et comment on peut l'automatiser. En particulier, par exemple, au niveau de la voix. Actuellement, il y a beaucoup de voix qui se fait, et maintenant les bots sont capables de comprendre la voix. Troisième chose, essayer de retrouver des actions avec un minimum de valeur ajoutée et de volume, puisque comme il faut faire un entraînement initial, il faut que ça soit rentable. Quatrième chose, limiter à 5 échanges, c'est-à-dire conversation maximum avant de proposer un résultat, parce qu'autrement, la personne, si le bot lui pose beaucoup de questions, à la fin, elle va dire bon non, c'est bon, j'arrête, je vais appeler le conseiller. Donc il faut apporter de la valeur assez rapidement. Cinquième chose, faire simple au départ, penser en phase. Il ne faut pas se dire je vais faire un bot qui va résoudre tous les problèmes, il faut plutôt faire un bot qui va résoudre un problème particulier au départ, et ensuite penser en phase. Si nécessaire, c'est pas obligé de se connecter à un système d'information, on est capable d'aller chercher dans des grilles, dans des bases de données simples, des informations pour répondre par exemple à des questions récurrentes. Et le dernier point, je voulais quand même en parler, c'est important, il ne faut pas négliger la communication interne et la conduite du changement, puisque il y a certaines personnes en fait qui ont des appréhensions sur le bot. On leur parle d'intelligence artificielle, on parle de bot, et parfois on se dit mais le bot, est-ce qu'il va me remplacer? Est-ce qu'il va faire mon travail à ma place, etc., etc. Non. La réponse est évidemment non. Le bot est capable d'automatiser un certain nombre de process, et c'est pas ce qui va remplacer les téléconseillers ou les personnes. Ça vient en complément et en supplément du dispositif actuel. Alors, je crois qu'on arrive bientôt à la Tout à fin, fait, Mathieu. on arrive à la conclusion, donc il nous reste 2 minutes et on passera aux questions-réponses. Alors, ce qu'il faut retenir de ce matin, j'ai vu que Christophe avait vraiment apprécié le point 6, la conduite du changement, qui est très importante, donc c'est un bon point. Donc aujourd'hui, on a des applications de l'IA qui sont vraiment matures du fait du volume de données important disponible, du progrès des mathématiques et des algos qui permettent l'exploitation de ces données, et des machines très puissantes. Ce qui est important, c'est d'identifier où l'IA peut agir, un cas d'usage précis, avec notamment un bon historique de données. Donc ça, c'est une préconisation faite par Gartner, et c'est normal. Si on veut apprendre à votre bot
ou tirer de l'information sémantique, il faut un gros volume de données pour bien apprendre à votre machine à raisonner, entre guillemets. Ensuite, lancez-vous. L'IA, c'est du test and learn, c'est-à-dire qu'il faut se familiariser, monter en compétences. Donc n'hésitez pas à faire un POC pour vous jeter à l'eau et monter en compétences petit à petit. Et enfin, Fred l'a dit, une info importante, l'IA, ça complète l'arsenal du service client, mais ça ne remplace pas l'homme. Et effectivement, tout à l'heure, quand je parlais des machines qui sont plus performantes que les hommes, par exemple sur des jeux comme le Go ou les échecs, si vous apprenez un ordinateur à jouer, il va être meilleur que vous. Par contre, si en cours de route on change une règle, bah, l'ordinateur va être perdu alors que l'homme saura s'adapter. Donc il y a toujours une part d'humain qui est nécessaire. Pour finir, ce que vous devez faire d'ici une semaine, faire un audit du parcours client. Alors ça peut être soit repérer un cas d'usage à optimiser via l'IA, via un bot par exemple, ou via l'analyse sémantique, ou identifier un volume important de données à exploiter. Et je redis, ce qui est important, c'est qu'on est aussi capable d'exploiter des données voix. Donc il y a eu des questions tout à l'heure. En parallèle, j'ai répondu à des questions via le chat, mais voilà, on est capable de travailler sur des audios. Estimer l'impact, le ROI de ce changement par rapport à l'expérience apportée via l'IA. Ensuite, d'ici un mois, lancer un POC. N'hésitez pas à vous lancer et faire une première expérience. Et d'ici 3 mois, éventuellement, si ça vous a convaincu, repensez votre parcours client avec l'IA. Ça ne veut pas dire tout remettre en question, mais petit à petit, changer ses habitudes. Voilà, on est arrivé au bout de ce webinaire. Si vous êtes intéressé, on peut faire un audit gratuit en 30 minutes par téléphone ou en rendez-vous physique, avec des démos de nos outils notamment. Juste avant de passer aux questions-réponses, on vous a mis un lien avec la checklist pour mettre en place un chatbot. Donc ça, ce lien, vous l'aurez aussi à disposition dans le replay et dans le support qui vous sera envoyé.